Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans la France à découvrir ce soir, on sait qu'après avoir écouté cette émission, vous allez vous l'arracher. Non pas le maillot ou le dernier opus de Marc Lévy, mais bien plutôt le numéro de ce best-seller annuel. Un guide touristique incontournable qui depuis 24 ans dévoile tous les ans sa sélection d'une centaine de ce qu'on appelle les petites villes remarquables de notre beau pays. Celles qui valent de détour, qui œuvrent pour le tourisme et méritent que l'on s'y arrête. Détour de France aurait pu s'appeler le Michelin des petites villes de charme ou la Bible des pépites hexagonales. Ce soir, vous allez apprendre pour quelle raison. Cette année, les 107 villes retenues se distinguent à nouveau toutes par un charme singulier, une histoire, un terroir, des paysages ou un patrimoine parfois même méconnu. Un Tour de France des détours de France, c'est maintenant dans la France à découvrir. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans cette émission, nous recevons Xavier Louis, délégué général du réseau Les Plus Beaux Détours de France. Bonjour Xavier. Bonjour Christophe. Interviendront également Hervé Mariton, car il est maire de Cray, ancien ministre, président des Plus Beaux Détours de France. Marc Angenot, maire de Loches, ville fondatrice du réseau en 98. Et puis Maryse Veza, qui est maire de Rieux-Volvestre. On en dira un petit peu plus, car moi-même, je ne savais même pas où était Rieux-Volvestre. Dans la région en plus proche et chère à Sud Radio. Oui, absolument. À 50 km de Toulouse, au creux d'une rivière qu'on appelle l'Arise, qui est très jolie. Oui, tout à fait. J'ai regardé les photos, c'est magnifique. Il y a un pont qui est sublime en plus. Oui. Il y a un pont sublime là-bas. Ouais. Alors vous connaissez bien la région, vous connaissez bien toutes les régions, vous connaissez bien la France. Pourquoi Xavier Louis? Parce que vous avez arpenté le pays, vous avez été patron du Tour de France et vous avez une sacrée histoire. Pendant 12 ans, oui, j'ai été directeur adjoint, puis directeur du Tour de France. Donc j'ai arpenté à travers le Tour de l'avenir, les classiques, les Paris-Roubaix et autres. Donc c'est vrai qu'on arpente toutes les régions. À 30 km/h, on a le temps de les apprécier, d'avoir envie d'y revenir. J'ai eu des flashs souvent pendant des étapes. Un exemple de flash? Je me souviens d'un petit village dans l'Aveyron, par exemple. Je suis revenu le mois suivant à titre de touriste. J'avais de ma voiture découverte. Un petit coup de foudre. Un flash comme ça sur le village. Oui, absolument. Je trouvais superbe. Genre Saint-Cercle-la-Popie, etc. Enfin, tous ces villages. Et quand on passe, vous êtes en voiture, en suivant les coureurs, je vous dis qu'ils sont à 30-40 km/h. Il fait beau. Vous levez les yeux et vous voyez tout d'un coup. Voilà, vous dites, c'est magnifique ce village. Je vais revenir. Alors, les 100 plus beaux détours de France viennent de sortir. Hein, absolument. 107 villes sont à l'intérieur. Il existe depuis 24 ans, c'est un très gros tirage, 180 000 exemplaires, il est gratuit. C'est de très loin. Ce qu'il faut savoir en termes de tirage, c'est le plus gros tirage de Michelin. Il faut savoir qu'un guide touristique les plus vendus font 30-35 000, ce qui dans l'édition est déjà un très beau tirage. 180 000, alors c'est énorme. Il est offert, ceci explique cela. Oui, d'accord. Mais il n'empêche qu'en termes de diffusion, c'est le plus important de nos guides touristiques. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez fait des études? Est-ce que vous savez ce qui motive les gens à se plonger dans ce guide? L'envie, et ça répond complètement, Christophe, à votre émission, l'envie de découvrir la France. Pour certains, de la redécouvrir depuis le Covid. On a vu venir dans nos villes une nouvelle clientèle, en quelque sorte, des Français qui avaient plutôt l'habitude, quand ils avaient quelques vacances, de partir à l'étranger ou très loin, et qui redécouvrent la France un peu par la force des choses, mais apparemment ils apprécient, puisque sur les 2 dernières années, on s'aperçoit que, et toutes nos villes nous le confirment, ils ont une nouvelle clientèle touristique. Française, franco-française. Belge aussi, pas mal. Voilà, qui apprécie ces petites villes. Ils apprécient ce qui fait la caractéristique de nos plus beaux détours, c'est que vous avez, comme je le dis souvent, l'avantage, j'ai à dire, de la campagne et l'avantage de la ville. Pourquoi? Parce que ce sont des villes, on n'est pas dans des villages. Ville, ça veut dire que il y a un certain nombre d'équipements commerciaux, culturels, de santé, etc., qui sont ceux des plus grandes villes. Mais en même temps, à la campagne, on n'a pas les inconvénients en termes de pollution, d'insécurité, de circulation, etc., qu'on peut avoir dans les plus grandes villes. Alors justement, parlons des critères qui font qu'on retrouve des villes dans les 100 plus beaux détours de France. C'est des critères de nombre d'habitants? Comment ça se passe? Alors d'abord, il y a un critère objectif qui est un nombre d'habitants. Ça, alors c'est entre combien et combien? Entre 2000 et 20 000. Voilà. Donc on commence, pour être précis, les plus beaux détours commencent là où s'arrêtent les villages. Un village s'arrête administrativement à 2000 habitants. Et 20 000, à partir de 20 000, on considère déjà qu'on rentre dans la ville moyenne, plus importante, avec ce qu'on a dit, un certain nombre finalement d'inconvénients, en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est le premier critère. C'est le critère objectif.
Après, il y a les critères plus subjectifs qu'examine notre bureau lorsqu'il y a des candidatures. C'est ce que j'appelle le patrimoine matériel et immatériel. Patrimoine matériel, on se comprend, c'est l'architecture, le patrimoine, des bâtiments classés, voilà. Bon, donc ça, un joli centre-ville, etc. Une belle église, une cathédrale. Ouais. Et puis, il y a ce que j'appelle le patrimoine immatériel qui, pour nous, a beaucoup d'importance dans nos détours. C'est ce qui va faire qu'on va faire éventuellement le détour. Pourquoi ? Il va y avoir, par exemple, tout un ensemble de artisanal à découvrir, des métiers d'art, des galeries, des musées. C'est aussi tout ce qui est gastronomique. C'est-à-dire qu'on va découvrir une gastronomie d'abord dans le marché hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, qui est un rendez-vous important, qui est signalé dans le guide. On sait qu'on va trouver... Tous les marchés de France sont signalés dans le guide ? Non, les marchés nos détours. Bien sûr, de vos détours, absolument. Il y a le jour où ça a lieu. Ah d'accord, c'est important. Ah oui, c'est important, je conseille souvent d'aller dans nos plus beaux détours le jour du marché. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il se passe toujours des choses incroyables. Je vous donne un exemple. Villefranche-de-Rouergue. Il faut voir, ça a lieu, vous êtes au Moyen-Âge, mais dans le bon sens du terme. Il y a une image extraordinaire. Il faut vivre le marché, je crois que c'est le jeudi, à Villefranche-de-Rouergue, c'est un grand moment. Il y a tous les artisans, les producteurs locaux qui sont là. Mais dans le bon sens du terme, bien sûr. En plus, la place est merveilleuse, au pied de... Alors on note ça. Vous avez dit quoi comme village ? Villefranche-de-Rouergue. Allez, c'est noté, Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron. Il y a la ville, pas un village. Absolument. Oui, pardon, c'est une ville. C'est 10 000 habitants, vous voyez. Ah oui, d'accord. Pour vous donner la place du marché, Villefranche-de-Rouergue. Je note. Villefranche-de-Rouergue. Donc il y a cette gastronomie. Qui dit ville gastronomique, vous savez que vous allez trouver quelques restaurants qui sont indiqués dans le guide également. Vous allez découvrir cette gastronomie locale. Voire vous allez pouvoir, l'office de tourisme va vous renseigner, aller voir un élevage des paysans, les rencontrer, etc. Il y a des week-ends organisés pour ça aussi. Voilà, donc c'est toute cette offre matérielle et immatérielle. Il y a également, ce sont des villes que nous encourageons à avoir de nombreux événements dans l'année, y compris des événements hors saison, ce qui fait que ces villes, elles sont souvent aussi intéressantes à découvrir, voire plus hors saison qu'en pleine saison. Ah oui. Je prends une ville comme Sarlat, que vous savez, je connais bien, pour en avoir été un élu. On avait mis en place à la fois un festival du film en novembre et une académie de la truffe et du foie gras en janvier. Magnifique. Et qui sont très courus, c'est-à-dire que les touristes viennent de janvier jusqu'à décembre. Il y a aussi le marché de Noël dans la plupart de nos villes. Donc c'est très important de savoir aussi que c'est un touriste toute l'année. Et ça a une conséquence importante en termes d'emploi, parce qu'il faut y penser, c'est qu'on a là des emplois consolidés, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des saisonniers qui viennent travailler, ceux qui vivent du tourisme et en vivent toute l'année. Absolument. Et on nous écoute à Villefranche-de-Rouergue, me dit-on, sur le 104, Sud Radio. La fréquence de Sud Radio là-bas à Villefranche-de-Rouergue, c'est le 104. Donc on peut nous écouter, nous entendre et apprécier tout ce qu'on va dire sur notre beau pays. Juste une dernière question avant de passer tout à l'heure à Hervé Mariton, qui nous parlera aussi de sa belle ville. On est passé de 32 au départ à 107. Quels ont été les critères ? Est-ce qu'il y en a qui rentrent et qui sortent d'une année sur l'autre ? Oui, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques mouvements. On a démarré à 32, c'était les villes fondatrices. Après, donc, à cette époque, on a beaucoup prospecté. On avait, avec Jean-Jacques Descamps, qui était le premier président et fondateur, qui était maire de Loches, ancien ministre du Tourisme, on avait repéré en gros 200 communes en France qui correspondaient à nos critères, à ce qu'on vient de rappeler. Et donc, on s'est mis en chasse, en quelque sorte, avec nos carnets d'adresses respectifs. Et puis, arrivé à 100, nos membres, l'Assemblée Générale, a dit ce serait bien qu'on reste autour de 100. Voilà, parce que c'est pas la peine, on cherche pas à être nombreux. Non pas que ça doit être rare, un plus beau détour, mais ça se mérite. Voilà, il faut pas. S'ils sont les uns sur les autres, c'est comme les panneaux stop. Si vous en mettez partout, on s'arrête plus. Ça n'a plus de sens. Voilà. Donc là, l'idée c'était ça, c'est d'en avoir en gros la moitié des villes qui méritent d'être dans les plus beaux détours. Soit membre du réseau. Après, il y a des villes à la faveur ou la défaveur de changements municipaux, par exemple. Voilà, des équipes qui quittent le réseau. On a d'ailleurs une douzaine de villes depuis le début qui sont parties et qui sont revenues. Ah, d'accord. Voilà. Qui ont fait des infidélités ? Oui, je vous dis, souvent c'est des changements d'équipe ou de personnes tout simplement, voilà, qui sont moins motivées après. Et donc on a eu plusieurs retours comme ça assez intéressants. Le plus récent étant la ville de Mende, par exemple, la préfecture de la Lozère, qui est revenue l'année dernière
dans le réseau. Donc, et cette année, on a deux nouvelles villes. On a donc on a la ville de Tende et la ville de Thouars. Alors, la ville de Tende, c'est très intéressant. On est à la limite en termes de nombre d'habitants. Tende, c'est 2000 habitants, un tout petit peu plus. 11 chapelles, cette ville. Savez-vous une caractéristique, Christophe, de Tende? Je crois que beaucoup de Français l'ignorent. C'est la commune la plus récemment française. Ça date de 1947, c'est pas très vieux, il y a 75 ans. Juste après-guerre. Oui, on l'a récupéré aux Italiens, qui s'étaient pas très bien conduits avec nous. Oui. Donc il y a eu un référendum en septembre 1947, et Tende et Labrigue, qui est à côté, ces deux communes sont devenues françaises. Mais ça, c'est formidable. Et vous allez nous raconter au cours de cette heure plein d'autres histoires comme ça, curieuses, sur la singularité de nos villes françaises. Eh bien, restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, car je sais que vous voulez la réponse à ces questions. Quelle est la capitale de la pivoine? Où déguster une bonne couve à l'ombre du plus vieux donjon de France? Et où donc se trouve le plus vieux pont en bois de France? La réponse dans un instant avec Hervé Mariton, maire de Cray dans la Drôme. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et retour dans l'émission consacrée aux 100 plus beaux détours de France avec Xavier Louis, délégué général du réseau Les Plus Beaux Détours de France. Ce guide qui vient de sortir, 24e édition, 180 000 exemplaires, gros succès qu'on va évidemment s'arracher. Xavier, un souvenir comme ça, sur le vif, d'un des plus beaux détours de France qui vous a marqué, à titre personnel? Charlieu. Ah, Charlieu. Charlieu, parce que il y a plein de choses à voir. J'ai eu un coup de cœur quand je suis allé dans l'église Saint-Philibert. Rappelez-nous, c'est Charlieu dans la géographie? Dans la Loire. La Loire. À côté de Roanne. D'accord. Et Charlieu, j'ai eu un coup de foudre pour ce qu'on appelle les stalles. En fait, c'est des peintures. Mm-hmm. Les 24 peintures qui sont dans l'église Saint-Philibert. J'adore la peinture un peu flamande, donc et j'avoue que j'étais sidéré par ce trésor qu'il y a. J'avoue que les élus eux-mêmes n'ont pas bien réalisé. Ils sont en train de faire des études, savoir si c'est d'ailleurs une peinture française, flamande ou autre. Enfin, c'est des grands maîtres à tout le moins. Et puis il y a plein d'autres choses à Charlieu, qui est la capitale de la soie. Donc il y a un musée de la soie, il y a une abbaye magnifique, et il y a l'andouille aussi là-bas. Il y a une gastronomie qui plus est, et surtout le dénommé Pralu. Inventeur de la praluline et chocolat. Donc exactement, on est dans le plus beau détour type, c'est-à-dire c'est pas évident d'y aller. Effectivement, c'est pas sur un grand axe, mais vous avez tout. Vous avez le culturel, l'historique, les bâtiments, l'histoire artisanale au niveau de la soie, la gastronomie avec le chocolat, l'andouille. Enfin, c'est magnifique. Et vous savez qu'on jure beaucoup dans le tourisme par les voitures électriques. Est-il possible maintenant de faire des étapes de 60-70 bornes en voiture électrique? Notre président Hervé Mariton, qu'on va écouter, a souhaité que nos villes soient branchées. Et donc, on a un partenaire qui s'appelle Enedis, qui nous a aidés pour que les villes soient bien raccordées, et on indique, c'est une grande première dans le guide de cette année, le guide 2022, sur la quasi-totalité de nos villes, il y a les plans, vous savez, il y a la présentation des villes et les plans, et sur les plans, il y a l'emplacement des bornes de recharge. Eh bien, nous allons écouter justement Hervé Mariton, maire de Cray, dans la Drôme, ancien ministre, président des plus beaux détours de France, dans la Drôme. Alors, nous sommes à 30 km au sud de Valence, ou au contraire, Valence est aux 30 km au-dessus de Cray. On prononce Cray, porte d'entrée du Vercors, 8850 habitants, traversée par la Drôme, une des dernières rivières sauvages d'Europe. Est-ce que vous y êtes bien, Hervé Mariton, là-bas? Évidemment qu'on y est bien. Cray, parmi les plus beaux détours de France, c'est une ville où il fait bon vivre, et alors une ville qui est agréable de visiter. Si vous voulez que les gens aient vraiment plaisir à visiter une ville, il faut que les habitants se sentent bien. Il faut qu'ils se sentent bien dans leur vie, il faut qu'ils se sentent bien dans l'accueil des visiteurs. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'un visiteur qui arrive à embrasser littéralement une ville, la totalité d'une ville, c'est très agréable. On met en place, à créer des ambassadeurs, des greeters, comme on dit en anglais, donc des habitants de Cray qui vont accueillir, qui accueillent les touristes, pas en offrant une prestation professionnelle, mais en leur racontant la ville, en partageant la ville, à la fois la tour, bien sûr, le plus haut donjon de France, mais aussi le charme de la vieille ville, et puis des éléments d'architecture contemporaine, comme le pont en bois, qui est le plus long pont en bois en France, tout simplement un équilibre de la ville. C'est pas nécessairement un endroit où il y a de quoi visiter pendant 3 mois, enfin il y a de quoi y vivre, heureusement, pendant 3 mois. Mais c'est tellement agréable à venir visiter,
pendant quelques jours, pendant une semaine, pendant 15 jours. Et donc là, la saison s'ouvre. Il faut que tous vos auditeurs viennent à Cré. Bien sûr. Rappelons ce qui fait le charme de Cré. Ce sont les calades, ces ruelles authentiques, les passages couverts, les édifices architecturaux qui témoignent d'une histoire, les donjons. Alors là, vous parlez de la tour de Cré. Elle a aussi une histoire un peu sombre, 52 mètres de haut. Elle a servi de prison. La tour de Cré, 52 mètres de haut, c'est le plus haut donjon de France. Ça a été, selon les époques, une résidence, une garnison, une prison. Elle est particulièrement connue en effet en tant que prison à l'époque des dragonnades sous Louis XIV, ou au XIXe siècle, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, le prince-président qui allait devenir Napoléon III. Ça fait partie de l'histoire de la ville, une ville attachée à sa liberté médiévale. Nous avons une superbe charte lapidaire, c'est-à-dire en pierre, très lourde, mais qui inscrit les libertés de la ville au XIIe siècle. Où on peut la voir cette charte Cette charte, on peut la voir en mairie facilement. Il suffit de demander. On monte vers la salle du conseil et la charte se trouve derrière une vitrine. Il paraît qu'on peut déguster une pâtisserie qui se dégustait autrefois au moment des fêtes de Pâques. Quelle est-elle ? C'est la couve. Couve, c'est un sablé avec un peu de zeste d'orange qui est un sablé un peu sec, mais ça va bien avec un café ou avec un verre de clairette. Nous sommes tout près de la clairette de Die. Bien sûr. C'est en rond, ça représente un nid avec des poussins et des œufs. C'est un symbole de fécondité qui est volontiers associé à Pâques et au rabot. C'est pile la saison maintenant. Vous avez la recette de la couve sur le site de la ville. Et puis, la couve au dessert viendra après la défarde. Peut-être vous ne savez pas ce qu'est la défarde. Non, pas du tout, dites-moi. Je vais vous le dire. Il y a Xavier Louis qui rigole. La défarde, parce que Xavier connaît la France sur le bout des ongles. Mais je ne suis pas sûr que Xavier mange suffisamment de défarde tous les jours, à midi ou le soir. C'est pas sûr. Ce sont des tripes d'agneau empaquées. Oui. C'est délicieux, avec de bonnes pommes de terre à l'eau tout simplement, parce que nous sommes à la fois dans une région où il y a des volailles, d'où la couve, aussi dans une région d'élevage ovin, quand les loups, tragiquement, aujourd'hui, ne mangent pas les brebis, ce que malheureusement, ils ont fait à Cré encore tout récemment. Et vous avez donc ces tripes d'agneau empaquées, la défarde, la couve, et vous terminez par le picodon. Vous savez ce que c'est, le picodon ? Le picodon, oui, on connaît. Bon, donc un excellent fromage de chèvre, dont la patrie est aussi Cré, et vous aurez décoré votre table avec un bouquet de pivoine. Et l'ail aussi. Et l'ail noir de Cré est magnifique. Alors, l'ail de Cré, c'est délicieux. Vous aurez à ce moment-là pris comme entrée, je vous fais vraiment tout un menu. C'est parfait. Et particulièrement pour Pâques, vous coupez la tête d'ail en deux, à l'horizontale, et vous faites griller, vous mettez au four, et vous mangez l'ail comme ça. Donc, vous prenez une demi-tête d'ail en entrée, vous faites suivre par de la défarde et des pommes de terre à l'eau toutes simples, du picodon, de la couve et un bon verre de clairette de Die. Je ne savais pas qu'Hervé Mariton, vous alliez ouvrir un restaurant. Vous êtes formidable. Qu'est-ce que vous croyez ? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut dormir dans ce qu'on appelle l'hôtellerie de charme, des endroits un peu insolites, un peu pour les amoureux, pour les familles qui aiment un peu se distinguer ou se retrouver dans un endroit un peu singulier ? Il y a à Cré et autour de Cré à la fois des hôtels, des chambres d'hôtes, des gîtes qui sont pour plusieurs d'entre eux tout à fait remarquables. Il y a aussi parfois des propositions d'hébergement insolites ou sympathiques, et les deux peuvent aller ensemble. Je pense à des campings qui proposent un hébergement vraiment en bord de rivière. Tout ça est extrêmement agréable. Bucolique. Donc ça peut aller de l'hébergement tout en bord de rivière extrêmement bucolique ou à la chambre d'hôte très confortable. L'hôtellerie plus traditionnelle aussi, des chambres d'hôte en ville, un hébergement, y compris sous forme de Airbnb, mais où on vous apporte votre petit déjeuner accroché à la poignée de l'appartement. Toutes les formes d'hébergement sont possibles et agréables. Là maintenant, c'est le moment de la couve évidemment, mais on peut en trouver toute l'année. Bientôt nous aurons pour Pentecôte, notre fête médiévale, sur le samedi et le dimanche de Pentecôte, qui est une très belle fête médiévale, et sans oublier la saison des festivals qui ensuite ouvre, avec
la première semaine d'août, un très beau festival de jazz. Et on écoute Sud Radio sur le 95.1, Hervé Mariton. Le saviez-vous? Mais oui, bien sûr. Je suis. Vous écoutez tous les matins? Je varie pour vous dire les choses. Je varie parce que c'est pas malsain, mais je suis un auditeur très régulier de Sud Radio que j'apprécie beaucoup. Parfait, merci beaucoup. On rappelle que la Drôme, c'est une des dernières rivières sauvages d'Europe. Qu'est-ce qu'on y fait sur la Drôme? Du canoë-kayak? On s'y baigne, on y pêche? Sur la Drôme, on peut faire tout ça, et selon les saisons. La pêche n'est pas ouverte en toute saison, mais on peut faire du canoë, bien sûr, à partir de maintenant, et volontiers jusqu'à l'été. On y pêche en saison de pêche, et on s'y baigne aussi, parce que la rivière est propre. Et vous savez, en ville, Cré, c'est 9000 habitants, mais au pied du pont du centre-ville, le pont Frédéric-Mistral et de sa nouvelle passerelle, ou au pied du pont en bois aussi, le plus long pont en bois en France, qui lui a juste 20 ans, eh bien, dans la ville, comme ça, on descend, on vient de visiter la tour, on descend en bas de la ville, on mange un morceau de couve et on va se baigner dans la Drôme. Ben voilà, et Xavier Louis, quand vous allez à Cray et que vous avez retrouvé Hervé Mariton, quels sont les endroits qu'il vous plaît de retrouver? Bien sûr la tour, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'autour de nos plus beaux détours, il y a par exemple les villages perchés qui sont juste à côté de Cray. Alors on s'installe à Cray et puis on peut tourner. On peut rayonner. Il y a plusieurs villages perchés qui sont assez magnifiques aussi, en plus de la ville elle-même. Hervé Mariton, à titre personnel, où aimez bien vous retrouver le soir ou le matin dans Cray? Moi j'aime beaucoup le matin, en faisant mon footing, aller sur une crête rocheuse. Cray, C-R-E-S-T, ça vient du mot crête. D'accord. Et il y a une crête au nord de la ville qui est le moment où le Vercors meurt sur la rivière Drôme, et cette crête se poursuit un peu vers le sud. J'aime bien monter sur une crête où il y a une statue qui est un hommage à la Sainte Vierge d'avoir protégé la ville pendant la guerre de 40. Ça s'appelle Notre-Dame de Confiance, et c'est un lieu de promenade absolument remarquable. Parce que sur une assez petite distance, ils sont énormément de dénivelé, donc c'est vraiment un footing du matin. On monte dans les rochers, on arrive à la statue et on termine dans le bois. C'est vraiment très chouette. Et comme Xavier Louis vient de le dire, ça inspire aussi vers des villages environnants, qui sont des villages perchés, comme la ville est elle-même en bonne part perchée. Et c'est le bon lien entre les plus beaux détours de France et les plus beaux villages de France. Mais vraiment, après tout ça, si vos auditeurs ne viennent pas cet été ou à d'autres moments de l'année, on ne comprend pas. Je ne comprends plus. Non, c'est vrai. Soit ils sont sourds, soit on n'y comprend rien. Mais nous allons aller à Cray. Merci beaucoup Hervé Mariton pour votre témoignage. Et on vous retrouve à Cray dans la Drôme, qui le rappelons-le. Bienvenue à Cray et cher ami, donnez l'exemple. Oui. Venez à Cray. Je vais y aller moi-même avec Xavier Louis, ou même tout seul. Tiens, je vais m'y risquer tout seul. Pas mal. Vous signalez, vous êtes bienvenus. Tout le monde est bienvenu. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup Hervé Mariton, et restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, car dans un instant nous retrouvons Marc Angenot, maire de Loches en Indre-et-Loire, et nous saurons tout sur la première influenceuse de l'histoire de France et pourquoi Loches mérite toujours le titre de cité royale. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans cette France à découvrir, nous découvrons ce soir les 100 plus beaux détours de France, 24e édition avec Xavier Louis, délégué général du réseau Les Plus Beaux Détours de France. Et on a eu des témoignages quand même formidables sur cette belle région, sur ces belles régions de France que nous adorons découvrir et redécouvrir. Et vous qui avez arpenté le pays dans tous les sens, est-ce qu'on n'est pas un peu frappé qu'il y a toujours un label, il y a toujours une capitale de quelque chose? Vous en avez dénombré combien? Presque 1200. Il y a 1200 capitales de quelque chose en France. Un travail que j'avais fait avec Pierre Bonte. Ah oui. Il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Enfin, ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. Puisque à la sortie du Tour de France, c'est vrai que quand le soir à l'étape, tombais toujours sur un maire qui me disait vous êtes dans la capitale de telle ou telle chose. Ouais. Et tout Pierre à l'heure, Bonte, la capitale de la pivoine avec Hervé Mariton. Et Pierre Bonte, évidemment, avec toutes les émissions qu'il a fait au cours de sa vie, bonjour monsieur le maire notamment, une fois sur deux, le maire dit vous savez, vous êtes dans la capitale du fouet, de tel truc. Bon, c'est intéressant. Donc on s'est dit avec Pierre, ce serait intéressant de recenser toutes ces villes capitales. Dans un premier temps, on en avait près de 400. Et puis j'ai envie de dire que grâce à Internet, entre autres, et puis le fait de poursuivre mon aventure à travers la France, j'en ai redécouvert beaucoup d'autres. Et dans une dernière version,
que vous pouvez retrouver sur un site noscapital.fr. D'accord. J'arrive à quasiment 1200 communes, avec des choses très insolites. Oui, hein. du genre. La capitale des menteurs, la capitale des Alors, c'est laquelle, jumeaux. la capitale des menteurs? C'est celle où Cahuzac s'est fait introniser. C'est vrai, hein, il était député de l'endroit, c'est Montcrabeau. Ah oui, en plus ça sonne bien. Ça sonne bien, Dans Montcrabeau. Lot-et-Garonne, vous avez une manifestation tous les premiers dimanches d'août. Où les gens mentent. C'est très amusant. On promet de mentir toute sa vie, évidemment. C'est Donc, rigolo. quand on est intronisé là-bas, à Montcrabeau. Bel esprit. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi insolites? Les jumeaux, les extraordinaire, jumeaux. à Pleucadoc. Ça, c'est Pleucadoc, les la jumeaux. capitale des jumeaux. Extraordinaire, la capitale des jumeaux. C'est très sympathique, ça s'appelle l'association des 2+1. Et alors, en fait, il y avait un meeting aérien le 15 août, et puis, principe de précaution, etc. Un jour, on a dit au maire, fini votre meeting, c'est trop dangereux, vous arrêtez de l'organiser. Et il était père de 2 jumelles, je crois. Enfin, voilà. Il s'est dit, tiens, on va remplacer ça par une fête familiale. Donc, il a réuni plusieurs familles où il y avait des jumeaux. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu le plus grand rassemblement international. Maintenant, ça vient d'Australie, du Canada, etc. C'est formidable. Toujours oui. c'est un truc magnifique. Oui, il y a 2000 personnes. Il y a souvent des reportages bien sûr, dessus. À la télévision. C'est très sympa, en plus. Il y a des images magnifiques qui sont dans mon livre. De ces rassemblements, parce que pour l'occasion, les jumeaux triplés, quadruplés s'habillent évidemment. Il a eu une très belle idée, le maire. C'est une idée très sympathique en plus, très très sympathique. Voilà. Après, il y a toutes les capitales gastronomiques, artisanales, qui racontent l'histoire de notre pays. Ce qui est merveilleux. On est un pays qui a inventé beaucoup de choses. On retrouve Colbert d'ailleurs, qui a fait un boulot fantastique dans ce pays. Tout ce qu'a créé Colbert. Je pense aux cristalleries de Saint-Louis ou le drap d'Elbeuf, etc. Vous avez des capitales insolites, les cotons-tiges. La capitale des cotons-tiges. Ah oui, c'est un truc merveilleux. Vous savez qu'ils sortent 39 milliards de coton-tiges. De coton-tiges chez Le Maire, l'entreprise Le Maire à Flers dans l'Orne. Ah ouais. C'est magnifique. En plus, capitale mondiale. Hein. Ah oui, mais là, les cotons-tiges, en plus, ne sont plus... non, ils ont eu des problèmes. Ils ont dû s'adapter, effectivement, parce qu'ils ne pouvaient plus les faire en plastique. Et je raconte tout ça, parce qu'effectivement, derrière tout ça, c'est des emplois, c'est de l'activité. Absolument. C'est quelquefois aussi de l'offre touristique, clairement. Et nous sommes avec Marc Angenot, qui est maire de Loches. Loches, ville fondatrice du réseau en 1998. Alors, justement, on parlait de ces capitales. Marc, quelle est la capitale? Loches, c'est la capitale de quoi? À Loches, c'est la... Du bon vivre. Xavier vous dirait que... Bonjour. Xavier vous dirait que c'est la capitale du 31. Le 31. C'est une merveilleuse histoire. Oui. Voilà. Le 31. Racontez-la nous. Oui. Voilà. Magnifique. Alors, on avait une filature à Loches qui était dans un moulin au-dessus de l'Indre et qui appartenait d'ailleurs à une Américaine. Rappelons que Loches, c'est 40 km au sud de Tours, 6300 habitants. C'est à 40 minutes du zoo de Beauval, pour situer. Exactement, et autant de Chenonceau, par exemple. Oui. Voilà. Et donc, qui faisait un tissu de qualité qui est constitué de 31 fils. Voilà. Et donc, c'était le tissu qu'on mettait le dimanche. D'où l'expression se mettre sur son 31. Mettre sur son 31. D'accord. Voilà. 31, c'est une belle histoire. Ah oui, c'est bien. Ouais. C'est l'origine de l'expression. Et c'est aussi la capitale du Sainte-Maure. Donc du Sainte-Maure de Touraine. Voilà. Absolument. Qui est un fromage merveilleux. Qui est un très bon fromage. Ah oui. On est dans un pays de chèvre. Absolument. Et on aimerait aussi vous entendre sur Agnès Sorel, que vous décrivez comme l'influenceuse maîtresse officielle de Charles VII. La première influenceuse de l'histoire. Vous poussez le bouchon un petit peu, Marc, là, non? Oui, on pousse. Mais on est dans l'actualité, finalement. Oui, complètement. Mais Agnès Sorel, oui, puisqu'en fait, on va célébrer son 600e anniversaire de naissance, évidemment, de sa naissance. Et Agnès Sorel a été la première maîtresse officielle d'un roi de France. Une maîtresse officielle. Comment c'est possible? C'est-à-dire que toi, Anthony, tu es maîtresse officielle maintenant. Allez hop. Ouais, et voilà. Et d'ailleurs, le fils de Charles VII, Louis XI, en voulait terriblement à son père et encore plus à Agnès, qu'il a essayé d'assassiner plusieurs fois. Ah oui, et elle a survécu. Et elle a survécu jusqu'au moment où elle a été empoisonnée. Et d'ailleurs, elle est morte certainement empoisonnée au mercure. D'accord. Voilà, mais c'est la grande figure de l'histoire de Loches, Agnès Sorel.
c'est la grande figure avec tous les rois qui sont passés à Loches, en passant par Charles VII, François Ier, Charles Quint, en remontant d'Espagne pour aller dans les Pays-Bas, s'est arrêté. Sa première visite à François Ier a eu lieu d'ailleurs à Loches. Voilà. D'accord. Donc Loches a une histoire très riche et royale. Et on la voit d'ailleurs. Et la maîtresse était royale. Et rappelons que Loches abrite une des plus belles cités fortifiées de France, qui domine la ville. Et puis c'est au-dessus de la bucolique vallée de l'Indre, tout ça, et ce mélange d'histoire et de bucolique est absolument formidable, détonnant. On adore aller à Loches. Oui, vous avez à Loches en fait une des très belles cités médiévale et Renaissance, avec 3 monuments emblématiques, le donjon, la collégiale Saint-Ours qui a une particularité, qui a 2 clochers en dôme octogonaux. Qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde. Unique au monde. Unique au monde, monsieur. Unique au monde. Bravo. Et voilà, et un logis royal. Alors pourquoi on appelle la cité royale Loches ? Alors parce que justement, plusieurs rois ont séjourné à Loches. C'est ça. Et voilà. Et donc, c'est une ville qui finalement appartient à la couronne de France depuis Saint-Louis. D'accord. Voilà. Donc c'est Saint-Louis qui l'a racheté aux Anges. Voilà. Et quelles sont les nouvelles expériences de visite qui sont proposées à Loches pour séduire aujourd'hui les nouveaux visiteurs, ceux qui se tournent vers l'Internet, ceux qui aiment bien faire des courses au trésor? Alors, on a effectivement un circuit qui s'appelle les Trésors de Loches. Et ça commence par en fait une galerie qui s'appelle la galerie Saint-Antoine, qui est contiguë à l'église Saint-Antoine qui a été restaurée. Et dans cette galerie, vous trouvez 2 Caravages. Que l'on considère comme étant possiblement des Caravages, qui ont appartenu à un Philippe de Béthune, qui était le frère de Sully, qui était ambassadeur de France à Rome à l'époque, et donc qui aurait rapporté ces 2 tableaux, et qui sont magnifiques, de Rome. Et puis ensuite, vous continuez, vous rentrez dans la ville historique, puisqu'il y avait plusieurs enceintes à Loches, et on a conservé quand même toutes ces enceintes d'ailleurs, et vous rentrez par la porte Piquois, et vous trouvez tout de suite à votre droite l'hôtel de ville, qui est un hôtel de ville Renaissance, qui a toujours été un hôtel de ville, c'est-à-dire que toutes les décisions concernant Loches depuis 500 ans se prennent là, et sur autorisation du roi François Ier, cet hôtel de ville a été construit par les bourgeois de Loches. C'est incroyable. Voilà, et donc qui était un très beau monument avec les premiers principes architecturaux de la Renaissance, puisque c'était à la suite des guerres d'Italie, donc François Ier et puis Louis XII avaient rapporté des architectes, avaient ramené des architectes et avaient rapporté évidemment des plans qui ont été reproduits. On a une chancellerie qui est aussi magnifique. Voilà, et là vous continuez vers la cité royale et vous passez sous la porte royale, qui est la seule entrée dans la cité royale. Et là, vous montez vers le donjon, et puis vous avez 1000 ans d'histoire. C'est magnifique. Où là, on peut faire des portraits selfies pour Instagram, en veux-tu, en voilà. Absolument. C'est magnifique. Avec en plus un panorama sur la vallée de l'Indre et la forêt de Loches, qui est une des plus belles forêts de France, avec des chênes qui sont splendides. Ah oui, non. Vous nous le vendez bien, Marc. Vous nous l'avez bien vendu. Vous l'avez presque aussi bien vendu que le président Hervé Mariton tout à l'heure. Vous êtes presque à la hauteur de sa cheville. Mais lui est président. Donc forcément, il vend bien. Marc Angenot, et vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question, Xavier Louis aussi. Moi qui ai beaucoup voyagé, à chaque fois qu'on arrive dans une ville, quand on entend quelqu'un qui connaît bien cette ville, comme vous venez de le faire, qui nous raconte qu'il y a 2 Caravages supposés, est-ce qu'il n'y a pas comme ça, toujours dans chaque ville de France, un trésor, souvent méconnu? D'ailleurs, les villes ne se battent pas pour le faire connaître. Et à quoi ça tient qu'il y ait des choses comme ça qu'on ne sait pas, qu'on arrive. Là, je rencontre Marc, il me dit qu'il y a 2 Caravages chez lui. C'est formidable, c'est incroyable. Comment se fait-il que ce soit méconnu, ça, Marc? Ah, c'est moi qui vais répondre. Allez-y, oui. C'est Xavier. Oui. Xavier répondra après. D'abord, c'est une découverte récente, qui a une dizaine d'années. Oui. Et c'était au moment de la restauration, début de la restauration de cette église. Il y avait de très beaux tableaux. Et puis, certains avaient des armes et on ne savait pas à qui appartenaient ces armes. Et en fait, c'était le blason de la famille de Béthune. Et c'est comme ça qu'on a remonté le fil. Et on a retrouvé d'ailleurs l'inventaire du mariage de Philippe de Béthune, qui avait beau être cardinal, mais qui s'est marié, puisque à l'époque,
c'était possible. Et donc, au moment de son mariage, il a fait un inventaire, c'était en 1608, et on trouve 4 Caravages. Et parmi ces 4 Caravages, nous avons les 2. Alors, là, il y a un mystère. C'est-à-dire que il y a toujours un mystère. Le mystère du Caravage. Oui. Mais c'est vrai que souvent, dans nos villes de France, il y a toujours des trésors, des cachets, des petites pépites qu'on découvre. C'est ce que je disais à Charlieu. Oui, c'est ça. Christophe, c'est ce que je disais pour Charlieu. C'est vraiment le genre de choses on ignore, mais de manière anecdotique, j'ai retrouvé quelque chose d'assez exceptionnel la semaine dernière. J'étais à Saint-Renan. Saint-Renan, c'est l'Iroise, hein, c'est à côté de Brest. Le logo de la ville, vous pouvez aller voir sur Internet, le logo de la ville, c'est le logo de Ferrari. Ah bon? Alors je ne sais pas qui a copié un cheval cabré? Oui, exactement, sur fond jaune. Un cheval carré sur fond jaune. J'adore. Alors j'ai rigolé, j'ai annoncé à la presse à Ouest France que le maire avait décidé, on n'était pas loin du 1er avril, de repeindre tous ses véhicules en rouge et de mettre le logo de la ville sur le capot. Mais ceci dit, blague à part, c'est quand même, ça nous ramène à ce qu'on disait, c'est-à-dire eux-mêmes avaient jamais réalisé qu'ils avaient un logo qui était celui de Ferrari, avec l'histoire. Pourquoi ce logo? On dit avant c'était un sanglier. Bon, comme on est passé du sanglier, on fait un cabret. Mais ça raconte aussi l'histoire de la ville probablement. Donc, ce que je disais sur Charlieu et ce qu'on disait sur le Caravage, c'est vrai que beaucoup de nos villes souvent ont un trésor sous leurs pieds ou dans leurs murs. Il y a une espèce de boîte de Pandore qu'on ouvre. Les habitants, comme ils passent toujours devant, ils ne le savent plus. C'est ça. Et c'est un œil extérieur qui, à un moment, dit « Mais dites donc, là, vous avez un truc merveilleux. » Oui. Eh ben, à Loches, on ira vous voir à Loches, Marc Angenot, c'est facile. Hein, c'est quelle route, quelle autoroute qui va à Loches? Si vous partez de Paris, c'est par la 10. C'est la 10. Sinon, vous remontez par la 20 ou la 85. La 85, vous êtes à proximité de Loches. Parfait. Vous nous avez donné envie d'aller vous rendre visite, Marc. Merci beaucoup pour votre témoignage sur Sud Radio. Je vous en prie. On se dit à bientôt et restez avec nous. Et on vous attend à Loches. On y va. Demain, on parle après l'émission. Restez avec nous, chers auditeurs Sud Radio. Dans un instant, nous filons à 50 km au sud de Toulouse, à 1 heure des Pyrénées, à Rieux-Volvestre, 2570 habitants. Et si ce nom ne vous dit rien, vous allez vite combler cette lacune. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. En retour dans l'émission, 24e édition des 100 plus beaux détours de France qui vient de sortir. 107 villes passées au crible de l'œil sagace de notre ami Xavier Louis, qui est là avec nous, qui est le délégué général du guide. Est-ce que maintenant le guide, on parlait de réseau tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose de contributif et de participatif des villes? C'est-à-dire que dans l'autre sens, est-ce qu'elles contactent le guide pour avoir des conseils? Oui, alors ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on organise avec Michelin des audits. Tous les 4 ans, toutes les villes sont auditées. Donc on en fait un quart tous les ans, vous l'avez compris. On est d'ailleurs déjà dans la 5e phase d'audit actuellement. Et donc, on a un rapport qui est fait par Michelin. On note tout, la propreté, le fleurissement, l'amélioration du patrimoine. Les aires de camping-car. Les aires de camping-car, bien sûr. Le fait s'il y a des bornes de recharge, etc. Et le but, c'est moins de les classer, de les noter, que de leur dire, tiens, il y a des points, vous pourriez vous améliorer. Et voilà les villes références. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, sur la signalétique, il faudrait revoir votre signalétique. Ben voilà les 3 villes qui dans les rapports de cette année, vraiment sont exemplaires. Donc vous avez un œil comme ça, analytique. Tout le temps. C'est le but de ce réseau. C'est d'une part, évidemment, de promouvoir ces villes, ce qu'on fait, d'encourager les gens à aller les voir, mais d'abord, nous-mêmes, par l'échange d'expériences, de faire qu'elles soient presque parfaites. Alors, qu'est-ce qu'on a amélioré dernièrement, par exemple? Un exemple d'amélioration dans des villes comme ça? Je vous disais, par exemple, sur la signalétique. Oui. Je sais pas, je prends une ville comme Langres récemment, ils ont refait toute leur signalétique. Je le verrai vendredi parce que je dois y aller. C'est des choses et souvent ils s'inspirent. Donc ils ont envoyé une équipe dans une des villes qui était une des villes exemplaires en la matière. Voilà. Donc et d'année en année, d'ailleurs depuis, je vous dis, on est au 5e audit pour la plupart de nos villes. Et on a toujours constaté l'amélioration du score, et souvent qui tenait compte parce que les maires, très honnêtement, disent on est dans les plus hauts détours, ça se mérite, et on doit être méritant par rapport à ce réseau, pour
être nous-mêmes exemplaires et ils tiennent compte de ce qu'on leur dit. C'est vrai qu'ils peuvent se consulter mutuellement sur des problématiques comme les chiures de pigeons, le ramassage des ordures. Alors les chiures de pigeons, c'est un bon exemple. Régulièrement aussi, Parce que ça, c'est pénible. Oui, exactement. On a des villes qui nous disent on aimerait résoudre ce problème. On envoie l'information sur l'ensemble du réseau et il y a une vingtaine de réponses sur les 100 villes qui disent voilà, nous, comment on a fait. Alors, comment ils ont fait quelle société. Bon, souvent, il y a les faucons, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs possibles. Il y a plusieurs systèmes possibles. Mais bon, voilà, il y en a qui arrivent à bien régler cette question. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire qu'ensemble, on va toujours plus loin et qu'on est toujours de plus en plus équipé, de mieux en mieux équipé pour le tourisme ? En tout cas, l'échange d'expériences. D'ailleurs, le réseau est né d'une rencontre entre la ville de Loches, dont on a parlé, et la ville de Sarlat. Toute l'équipe de Loches était venue à Sarlat un week-end pour parler de tout. De la communication, de l'amélioration du patrimoine, de la signalétique, des événements organisés en cours d'année, comment on faisait, combien ça coûtait, à qui on faisait appel, etc. Et c'est là qu'est née l'idée de ce réseau avec l'échange d'expériences entre nous. C'est des villes qui ont la même dimension, qui ont en gros les mêmes budgets. Vous faites de l'ombre à l'Association des maires de France, alors qu'ils devraient se réunir, non, j'allais dire c'est un sous-ensemble en quelque sorte. Hein. L'Association des maires de France, ça va de... C'est les 34 000 et quelques communes de France de toute dimension. Et ça n'a pas vocation à améliorer leur attractivité touristique, ce qui est notre objectif. Ouais. Dans l'Occitanie, quel est l'endroit que vous aimez bien ? J'aime bien Rieux-Volvestre. Justement. J'aime beaucoup Rieux-Volvestre. J'aime bien Revel aussi. J'aime bien Lectoure. Voilà, qui sont notre autre... quelques-uns de nos fleurons, mais j'aime bien ces villes. J'aime bien d'abord cette région de manière générale. Tout ce qui est sud-ouest au sens large du terme, vous le savez, j'adore le Périgord évidemment, mais j'aime beaucoup tout ce que j'ai découvert, ce qu'on disait tout à l'heure. On nous écoute sur le 103.7. Oui. Je tiens à le préciser. Ça, je le sais depuis peu, mais Sud Radio 103.7 dans le Périgord. De le rappeler. Et puis avec le Tour de France, j'ai beaucoup évidemment eu l'occasion de parcourir de long en large tout ce qui est Pyrénées, région toulousaine. Je me souviens d'un départ que j'avais moi-même voulu de Blagnac et on avait fait défiler le peloton, c'était en 1988, devant un Concorde. C'est une image qui est restée, une très belle image. Une image mythique. Ah oui, le peloton défilant devant le Concorde au sol, posé. Le Concorde, oui. Qui volait encore. À Blagnac. Et si je vous dis un petit village occitan lové au creux d'une boucle de sa rivière dans un véritable havre de paix, est-ce que vous me répondez ? Rieux-Volvestre. La Rise, magnifique. Absolument. Et alors surtout, il y a eu le travail, et je pense que Madame le maire va nous le dire, il y a eu un formidable travail ces dernières années, justement sur la base, je dis pas sur la base de nos audits, mais en tout cas s'il y a contribué aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé sur place. Il y a eu des réunions régionales qui ont eu lieu à Rieux-Volvestre, et il y a eu vraiment un travail formidable de fait dans le j'allais dire le vieux quartier très très toulousain, très rose. Et puis il y a plein d'autres choses à Rieux. Je pense qu'on va en parler. Oui. Il y a un musée extérieur qui est très intéressant. Maryse, vous êtes maire depuis 2008, hein ? Oui, c'est ça. Dans ce paysage de coteaux, on peut dire que c'est un magnifique paysage de coteaux au creux de la Rise. Il y a un village gaulois, il y a une ancienne cité épiscopale, il y a une cathédrale qui est un chef-d'œuvre du gothique méridional. Est-ce que tout ça, c'est l'offre de Rieux ou est-ce qu'il en manque ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, je salue le travail des 100 plus beaux détours. Hein. C'est un label exigeant. Et vous êtes depuis 5 ans, 5-6 voilà, ans. Qui nous permet d'aller toujours plus haut en termes de requalification, en particulier du patrimoine et des espaces. Alors c'est quoi, Marie, ce village gaulois dont toute la France parle ? Alors c'est donc sur la commune de Rieux-Volvestre, c'est auprès de la Garonne. Et ce sont deux passionnés, il y a 25 ans, qui ont décidé de reconstituer de manière scientifique, j'ai même envie de dire presque archéologique, un village gaulois. Et c'est à la fois un lieu
de rencontres pour les familles qui découvrent ce qu'était la vie de manière très ludique et concrète, ce qu'était la vie de nos ancêtres, mais c'est aussi souvent un lieu où se retrouvent des universitaires, des spécialistes, parce que la reconstitution est fidèle à tout ce qu'en tout cas on connaît de cette époque. Elle est faite dans les règles de l'art et sous le contrôle d'historiens, un peu comme à Guédelon ou un peu comme dans les villages vikings qui fleurissent aussi sur la côte de Nacre. C'est ça, en Normandie. La cathédrale, c'est un chef-d'œuvre du gothique méridional, mais est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce premier week-end de mai où il se passe quelque chose d'incroyable ? Le tir au papogaille. Qu'est-ce que c'est que le papogaille ? La capitale du papogaille. Il y a Xavier Louis qui vient de me mimer le geste. Je n'ai pas bien compris. Donc, on vous attend parce que là, nous sommes très près de cette date, puisque cette année, ce sera le dimanche 1er mai. D'accord. Donc, c'est une tradition à la fois populaire et festive qui dure depuis 4 siècles et demi, quasiment sans interruption. Donc, ce premier dimanche de mai, une compagnie d'une centaine d'archers, accompagnés bien sûr par toute la population costumée, se rend au pied d'un mât et tente de décocher avec ses flèches un oiseau fabuleux qui est en bois et en fer, qui est juché à 45 mètres de hauteur. Et qui s'appelle le papogaille. Et qu'on n'a pas vu dans la région depuis très longtemps. Oui. C'est ça. Il y a un musée du papogaille à l'office de tourisme. Ah oui. Voilà, et là, ça fait partie effectivement des projets là d'extension, de réhabilitation de ce musée avec dans un autre local. Enfin voilà, ça fait partie aussi des projections parce que c'est une tradition qui mérite vraiment d'être connue parce qu'elle est véritablement ancrée aussi dans les mentalités. Vous savez, aujourd'hui, on trouve ici et là, pour des raisons un peu folkloriques ou économiques, des traditions. Celle-là, véritablement... Elle est authentique. Elle est authentique. Et vous savez, Maryse, que parmi les auditeurs de Sud Radio, il y a beaucoup de camping-caristes, de randonneurs, de pêcheurs, de curieux du patrimoine, des amoureux des pierres. Est-ce qu'ils ont, pour toutes ces raisons, est-ce qu'ils peuvent venir à Rieux-Volvestre ? Mais bien sûr, ils sont les bienvenus. Et les randonnées, il y en a beaucoup. Randonnées, c'est possible. Hein. Voilà, beaucoup, des kilomètres de randonnées et notamment celle... qui s'appelle la Via Garona, qui est une voie jacquard qui traverse notamment Toulouse et qui va vers les Pyrénées. Maryse, je voudrais ajouter, en tant que ayant effectivement eu le bonheur de venir à plusieurs reprises à Rieux, je voulais ajouter une chose. D'abord, il y a des très bons restaurants avec un rapport qualité-prix extraordinaire dans le centre-ville même de Rieux. Et puis, il y a un trésor plus ou moins caché, je sais qu'on peut y avoir accès, qui est exceptionnel. C'est une collection d'habits sacerdotaux et les meubles qui les présentent. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une ancienne cité épiscopale, Rieux. Dans la cathédrale. Ah, dans la cathédrale, d'accord. C'est effectivement un trésor épiscopal qui témoigne d'une époque glorieuse où pendant plusieurs siècles, Rieux-Volvestre fut un grand évêché. Ouais. C'est émouvant en plus de voir ces vêtements. Oui, mais bien entendu, et ils ont encore conservé leur couleur et leur éclat. Eh bien, écoutez, Maryse Véza, qui est maire de Rieux-Volvestre, on va être obligé de passer vous voir au moins en juin, passer 2-3 jours à Rieux-Volvestre, parce que vous nous l'avez bien vendu aussi, hein. Nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir. Et en plus, nous sommes aux portes du parc naturel des Pyrénées ariégeoises, me semble-t-il. C'est ça, nous sommes en Haute-Garonne, mais aux portes des Pyrénées et aux portes de 2 parcs naturels. Bravo, merci Maryse d'avoir participé à l'émission et de nous avoir donné envie d'aller visiter, et aux auditeurs de Sud Radio, Rieux-Volvestre. Bonne journée, bon dimanche et à bientôt. Merci, à bientôt. Pour conclure, les 100 plus beaux détours de France, Xavier Louis, il y a toujours un label en France, il y en a beaucoup, les plus beaux détours de France, les plus beaux villages de France, les villages fleuris. Alors on peut dire d'ailleurs, ils ont tous leur utilité et leur complémentarité. On a d'ailleurs regroupé, pas fusionné, mais dans le cadre de la bannière, ce qu'on appelle la bannière, c'est-à-dire France, patrimoine et territoire d'exception, les 7 principaux réseaux,
C'est-à-dire, on vient d'en parler, les parcs naturels régionaux, les grands sites de France, sites et cités remarquables, villes métiers d'art, petites cités de caractère, plus beau village de France, plus beau détour de France. Il y en a 7. Et il y a actuellement une exposition jusqu'au début juillet sur les jardins du Luxembourg, où vous avez les 81 photos merveilleuses de notre belle France. Façon de découvrir la France pour le coup. Bravo. Et puis si vous voulez redécouvrir les plus beaux détours de France, vous pouvez aller sur le site www.plusbeaudétour.com. Merci Xavier Louis et bravo pour ce que vous faites pour la découverte de notre beau pays qu'il mérite et pour le tourisme en France. Je rappelle les 100 plus beaux détours de France, 24e édition, qu'on trouve partout, hein, facilement. Dans les 107 plus beaux détours. Ah oui, absolument. Dans les 107 plus beaux détours. Et gratuitement. Gratuitement, c'est offert. Merci. C'est pas gratuit, c'est offert. C'est offert, parfait. Merci beaucoup Xavier Louis. Merci, c'était La France à découvrir. Bon dimanche et dans un instant, on retrouve Jean-Marie Bordry pour la soirée spéciale élection présidentielle. Salut.